les électrodes vont permettre de déterminer le potentiel d'un couple. Par exemple, pour mesurer le potentiel du couple Cu2 plus Cu qui intervient dans la pile Daniel, on peut plonger le fil de cuivre dans la solution contenant les ions Cu2+, et relier ainsi cette électrode qui vient d'être constituée à la borne volt d'un voltmètre. Mais il faut relier à ce moment-là la borne COM pour directement avoir le potentiel du couple Cu2 plus Cu dans les conditions indiquées, relier donc la borne COM à une autre électrode, et l'idéal serait de la relier à l'électrode standard à hydrogène, car alors on obtiendrait directement la différence de potentiel entre l'électrode de cuivre et l'électrode standard à hydrogène, c'est-à-dire directement en fait le potentiel du couple Cu2 plus Cu, puisque l'électrode standard à hydrogène est celle pour laquelle il y a la référence d'un potentiel égal à 0 volts. Mais elle est vraiment très difficile à obtenir. On utilise donc d'autres électrodes dont la valeur du potentiel est toujours fixe, comme on va le voir, et de telles électrodes sont dites de référence. Il y a notamment l'électrode calomel saturé qu'il va falloir bien connaître. À ce moment-là, qui affiche le voltmètre, mais il va afficher une tension. Si sa borne V est du côté du cuivre et si sa borne COM est du côté de l'électrode de référence, une tension égale à la différence du potentiel du couple Cu2 plus Cu et du potentiel de l'électrode de référence. À ce moment-là, comment est-ce qu'on obtient uniquement la valeur du potentiel cherché, ici celui du couple Cu2 plus Cu? Eh bien tout simplement en faisant passer donc la valeur de l'électrode de référence de l'autre côté, et attention, si on a mesuré U, le potentiel Cu2 plus du couple Cu2 plus Cu ne sera donc pas directement égal à la différence de potentiel mesurée, mais il faudra rajouter le potentiel de l'électrode de référence utilisée. Alors il faut connaître les différentes électrodes à disposition du chimiste. Elles sont réparties en 3 catégories. Tout d'abord, l'électrode de première espèce, par définition, est constituée d'un métal qui plonge dans une solution contenant un de ses ions. Donc c'est typiquement l'anode et la cathode de la pile Daniel. Ou bien, si c'est pas ces ions, c'est un élément gazeux qui barbote dans une solution contenant un des ions. Alors par exemple, l'électrode qui intervient dans la pile Daniel, le couple est le suivant. Ayez toujours l'automatisme, dès que vous avez un couple oxydoréducteur, d'écrire d'abord la demi-équation électronique, qui est celle-ci, pour enfin donner, avec l'application de la formule de Nernst, le potentiel du couple, ici Cu2 plus C, qui donc est égal au potentiel standard de ce couple, plus RT sur 2F, logarithme népérien de la concentration de Cu2 plus sur la concentration standard, puisque vous avez du côté de l'oxydant, en effet, uniquement Cu2 plus, et l'activité du cuivre solide est égale à 1. Alors, quelle est l'utilisation d'une telle électrode? Elles sont appelées des électrodes indicatrices, car la mesure de leur potentiel permet d'avoir directement, vous voyez que si on obtient ça, ça étant une constante, et ça aussi à une température fixée, on pourra obtenir directement la concentration en Cu2 plus. Elles sont à utiliser avec une électrode de référence, comme l'électrode au calomel saturé. Alors, on a également l'électrode standard à hydrogène qui fait partie de ces premiers types d'électrodes, puisque vous avez du platine qui plonge donc dans une solution contenant ici des lésions H+, avec un barbotage de H2. Le principe, on l'a vu précédemment, c'est une électrode de référence, mais elle est très difficile à réaliser expérimentalement parce que on n'arrive pas tout simplement à avoir une électrode à hydrogène dans l'état standard exact. Puisque c'est un état qui est extrapolé. Deuxième type d'électrode, les électrodes de seconde espèce. Alors, les plus importantes sont les suivantes, et il faut bien les connaître. Cette fois, qu'est-ce qu'on a? On a toujours bien sûr un couple oxydant-réducteur, qui est avec l'oxydant et le réducteur qui est réuni,
Mais attention, elle est constituée par un métal, donc l'élément est généralement un métal, un élément métallique dans la classification périodique. Ce métal est recouvert d'un de ces gels insolubles, le tout plongeant dans une solution de même anion que le sel insoluble. Exemple. L'électrode au calomel saturé. C'est une électrode qui fait intervenir quel élément? Hg. Alors, il faut savoir que dans ce couple, en effet, il est bien écrit, parce que ici et ici, Hg n'est pas au même nombre d'oxydation. C'est la première chose à remarquer. Ici, le mercure est au nombre d'oxydation 0, puisque c'est un solide, alors qu'ici, comme le chlore est plutôt à droite de la classification périodique, le chlore est toujours plus électronégatif que Hg. On a donc ce genre de molécules. Et même, on peut dire tout simplement avec le nombre d'oxydation que le chlore est au nombre d'oxydation moins 1. Et comme, attention, c'est un solide, le total des nombres d'oxydation vaut 0. Donc on a 2 fois le nombre d'oxydation de Hg plus 2 fois le nombre d'oxydation de Cl qui est égal à 0. Vous en concluez tout de suite que le nombre d'oxydation ici de Hg est égal à l'opposé du nombre d'oxydation de Cl, c'est-à-dire moins 1. On a donc ici un nombre d'oxydation de moins 1 et ici de 0. Alors, dès que vous avez un couple, on écrit la demi-équation. On sait que Hg2Cl2, c'est lui, le calomel, est un solide. Et de l'autre côté, on a Hg solide. C'est ici l'oxydant. Donc attention, c'est lui qui va changer de nombre d'oxydation. Cl, lui, ne va absolument pas changer. Si Cl ne change pas, l'unité au degré d'oxydation moins 1, il va donc se retrouver sous la forme de Cl- en solution. Ça paraît logique. Et à ce moment-là, il faut rajouter 2 électrons afin d'avoir la charge globale qui soit conservée. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve pour que 2 éléments Hg sous forme Hg2Cl2 se retrouvent sous la forme Hg solide. Excusez-moi, j'ai oublié un 2 et un 2 ici. On a bien 2 électrons qui sont apportés, qui correspondent à 2 fois la différence de nombre d'oxydation de l'élément Hg dans le couple. Alors, quel est le potentiel? Le potentiel de l'électrode au calomel saturé, c'est donc le potentiel du couple calomel solide slash mercure. J'ai mis solide d'ailleurs, c'est plutôt liquide. Mais en tout cas, il est seul dans sa phase. C'est ça qui est important. Plus. Alors, donc c'est égal, d'après l'équation de Nernst, au potentiel standard du couple Hg2Cl2 solide slash Hg liquide plus RT sur, il y a 2 électrons échangés, donc sur 2F, multiplié par le logarithme népérien. Alors, du côté de l'oxydant, est-ce que l'on a des activités différentes de 1? Non, puisque ça c'est un solide. Donc on a 1 divisé par quoi? Les espèces du côté du réducteur dans la demi-équation d'oxydoréduction. Ici l'activité vaut 1, et on a à ce moment-là, il faut surtout pas les oublier, les 2 chlores. Et l'activité à ce moment-là du chlore ici, ça va être égal à sa concentration Cl- au carré sur ces standards que je remets donc là-haut. Voilà l'expression du potentiel de l'électrode au calomel saturé. Alors on va voir qu'en fait, ça c'est une constante. Pourquoi? Si on regarde bien maintenant l'électrode, elle est composée, bien sûr, d'un fil, vous voyez, qui va jusqu'à une gaine isolante, mais qui plonge jusqu'au mercure, qui est ici en noir. Le mercure est directement relié au calomel, c'est-à-dire Hg2Cl2. Ici, vous avez donc bien les 2 espèces, l'oxydant qui est le calomel, le réducteur qui est le mercure. Mais c'est pas tout. Il y a une jonction poreuse ici qui permet d'avoir cette partie de l'électrode
complètement emprisonné dans une solution saturée de KCl. La solution saturée de KCl, on l'a simplement introduite grâce à l'orifice de remplissage, et comme elle est saturée, il existe des petits cristaux de KCl qui sont tout au fond. Donc, on a en plus en solution, puisque KCl est bien présent, l'équilibre suivant entre KCl solide et ces deux ions, K plus AQ et Cl moins AQ. Alors, comme la solution est saturée, je vous rappelle que initialement, ça existe, et puis il ne s'est pas encore dissous, donc on avait 0 et 0. Et à l'état final, attention, elle est saturée, donc ça existe. Et là, on en a une certaine valeur en concentration qu'il faudra la solubilité, et là également. Et comme l'équilibre est bien existant, bien sûr, le produit de solubilité de KCl va être vérifié et est égal à S carré. Donc, la concentration de Cl- qui vaut S est égale à racine de Ks fois C standard. Ça, c'est extrêmement important parce que ça veut tout simplement dire que la concentration en Cl-, c'est une constante. Si la concentration en Cl- est une constante, ce terme-là est bien sûr constant, à une température donnée, ce terme-là va être constant, et donc le potentiel de l'électrode au calomètre saturé va être une constante. Elle est donc bien constante, cette valeur. Le potentiel de l'électrode est donc constant, et elle peut servir d'électrode de référence à 25 degrés, on vous donne même la valeur ici. Elle vaut 0,244 volts. L'électrode de verre maintenant. Alors elle est importante, son principe est un peu complexe, mais vous avez un fil d'argent et AgCl qui trempe donc dans une solution avec un pH qui est fixe à l'intérieur. Et là une membrane de verre. Le principe est le suivant, la potentielle de membrane de la partie active, qui est une très très fine donc membrane de verre, c'est pour ça qu'il faut toujours la protéger, dont les ions Na+, peuvent s'échanger avec les ions H+, de la solution dans laquelle baigne l'électrode, donc à l'intérieur là-dedans, mais surtout avec l'extérieur, on montre que c'est une fonction affine du pH externe. Donc en fait, lorsque vous allez mesurer une différence de potentiel en utilisant cette électrode, suivant la concentration en H+, et plus exactement suivant le pH, vous allez avoir une fonction qui va être affine en fonction du pH externe. C'est donc l'électrode de mesure de pH. Vous savez que comme c'est une fonction affine, il faut 2 points de manière à obtenir la fonction affine qui va être enregistrée dans le pH mètre. Et ces 2 points ils sont obtenus en utilisant 2 solutions tampons. Alors souvent, elle est combinée en plus avec l'électrode de référence. À ce moment-là, une électrode combinée et les deux sont à l'intérieur du même tube. Enfin, les électrodes de troisième espèce, elles sont constituées, elles, d'un métal inerte tel que le platine, qui n'est pas oxydant, qui s'oxyde très peu, qui plonge dans la solution qui, elle, contient à la fois l'oxydant et le réducteur d'un couple. C'est le cas ici. Vous avez bien le couple Fe3+, Fe2+, présent en solution, et donc l'électrode de platine qui plonge ici, et elle va permettre directement, on va voir, de mesurer le potentiel donc de ce couple-là, avec les conditions, bien sûr, qui correspondent à l'électrode. Donc c'est un simple film de platine plongeant dans la solution, elle est inattaquable car le platine ne s'oxyde pas, donc on n'a que ça comme électrode. Elle prend le potentiel d'électrode de qui? Caractéristique des couples présents en solution, donc ici on a Fe2+, et Fe3+, qui va pouvoir être calculable par la loi de Nernst. Le potentiel en effet du platine, c'est le potentiel du couple Fe2+, Fe3+, c'est-à-dire le potentiel standard du couple Fe3+, Fe2+, plus RT sur F, puisque on n'a qu'un seul électron échangé, logarithme népérien de la concentration de l'oxydant sur la concentration du réducteur dans cet exemple. Alors elle est bien sûr à utiliser avec une électrode de référence,
Et elle indique simplement, ici, vous allez obtenir le quotient des deux espèces. Bien évidemment, si au départ, on sait que l'une des espèces était en concentration, c'est 0, et puis que l'autre, par exemple, n'avait pas de concentration, vous pourrez en déduire les équilibres en utilisant en plus soit un tableau d'avancement, soit le fait que, ici, l'élément fer, par exemple, serait conservé.